Bonjour à tous, on est hyper heureux de vous retrouver. Bonjour Muriel, bonjour Héloïse. Bonjour Antoine, bonjour Muriel. Bonjour Héloïse. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Super heureux de se retrouver à nouveau tous les trois. On commence à avoir tourné beaucoup d'épisodes ensemble. Et aujourd'hui on va répondre à une question qui nous pose très souvent. C'est est-ce que je dois prévenir la nouvelle victime ? Très bonne question. En fait, ça nous démange. Pourquoi ça nous démange ? Parce qu'on n'a pas envie que la même chose arrive à la prochaine victime. Il n'y a pas que ça, parce que parfois aussi, on peut voir des gens qui se disent « mais c'est pas normal parce qu'il a l'air de bien se comporter avec la suivante, je vais essayer de comprendre ce qui se passe ». Ah, c'est vrai, c'est intéressant. Tiens, Oui, pensé, parfois, c'est pas toujours que avec de bonnes raisons. D'accord. Donc, effectivement, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui nous pousserait effectivement à vouloir prévenir la prochaine personne ? Et ce qui nous poserait, c'est que probablement ce sentiment d'injustice ne soit pas vécu par une autre personne. Alors ça, ce serait pour la protéger, pour la mettre en garde. Voilà. Ok. Souci ça de peut être aussi parfois pour se venger. Ah oui, c'est vrai, oui. Pour faire bien rater la nouvelle relation, parce que quelque part, il y aurait de la colère. Ouais. Il peut y avoir vraiment plein de choses qui pourraient nous pousser à vouloir prévenir la nouvelle victime. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre qu'on regarde ça de nos yeux d'après, de quelqu'un qui en est à peu près sorti, en tout cas au moins partiellement. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on a tendance à penser que l'autre va être aussi une victime. Alors qu'en fait, c'est pas forcément le regard qu'on aurait eu quelques mois précédemment. Ça aurait pu être la nouvelle conquête ou la nouvelle rivale, éventuellement. Donc là, dire la nouvelle victime, ça veut dire que déjà, on est quand même un peu sorti et qu'on a un peu ouvert les yeux sur la situation. Oui, et puis si ça se trouve, la nouvelle personne rencontrée n'a peut-être pas nécessairement les mêmes traumas, au moins en début de relation. Elle n'a pas forcément les mêmes traumas, peut-être pas forcément la même histoire par le passé, et peut-être qu'elle réagira pas de la même manière et sera capable de poser les limites tout de suite. Alors dans ces cas-là, on n'aura pas à la prévenir longtemps parce qu'elle choisira de partir. Exactement. Ouais. Alors, donc vraiment, il faut se demander qu'est-ce qui me pousse à vouloir prévenir l'autre. Et c'est parfois pas tout à fait aussi clair que ce que l'on croit. Ah, c'est intéressant, ouais. Ouais, c'est parfois vraiment, on est mu parfois par des émotions qui sont pas forcément toujours celles qu'on aimerait avoir ou celles qu'on aimerait revendiquer, mais il faut aussi avoir le courage de regarder ses propres émotions en face. Donc, admettons que ce soit vraiment pour prévenir l'autre. Il y a un problème, c'est que déjà, si c'est vraiment un pervers narcissique, qu'est-ce qu'il va avoir fait tout de suite ? Il va avoir préparé sa victime à votre arrivée. Ah bah c'est clair. C'est sûr, il va vous avoir déjà décrédibilisé, discrédité complètement. Il va avoir traité tous ou toutes ses ex de folles et de fous, ce qui fait que votre parole, de toute façon, sera déjà inaudible avant même d'essayer. Donc ça, déjà... Dommage. Et puis, ils pourront même aller plus loin en s'appuyant sur des gains juridiques, des victoires juridiques, en lui disant, bah, tu vois, même le juge a considéré que mon ex était folle ou était fou. Et du coup, c'est bien la preuve que si le représentant de la loi le dit, c'est bien la preuve que c'est moi la victime. Oui, exactement. Que ça soit vrai ou pas d'ailleurs, puisque c'est pas la question, on pourra inventer toute une histoire juridique qui n'a jamais eu lieu non plus. Exactement. Alors, le problème, éventuellement, si vous voulez prévenir la nouvelle victime, c'est que si vous êtes un peu sorti, vous avez déjà un peu analysé tout un tas de signaux que la victime serait normalement en mesure de voir au jour d'aujourd'hui. Sauf que elle est prise dans un processus, dans un enclenchement d'emprise. Donc, elle va pas être forcément réceptive au fait même de voir les red flags. C'est-à-dire que du coup, elle risque de mettre en place des mécanismes de déni. Tout à fait. Et puis là, au moment d'un début de relation avec le PN, en plus, tout est souvent parfait. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments très positifs. Toujours des éléments négatifs, mais en général quand même moins nombreux. Et du coup, c'est pas le moment où on est prêt à écouter. Et puis en plus, quand on se met à de nouveau entamer une relation, à initier une relation, c'est un moment de joie, c'est un moment de construction, c'est un moment comment dire, c'est le moment aussi du futur faking pour la victime. Donc c'est vraiment le moment, comme tu dis, où l'emprise se met fondamentalement en place. Ouais, donc c'est pas forcément le moment le plus disponible pour la victime pour accueillir. C'est-à-dire que ce sera peut-être, et on le verra plus tard, à un moment où elle va commencer elle-même à avoir des doutes, que là, du coup, votre parole pourra être plus facilement entendue et objectivée, et que du coup, elle pourra recevoir les arguments. En début de situation, en début de relation,
clairement, elle va être plutôt prise dans un tourbillon enchanteur, et du coup, elle risque fort de ne pas vouloir entendre. Il y a une chose qui est très importante. Moi, je travaille beaucoup avec les accords Toltec, et le fait d'avoir une parole impeccable, c'est aussi éviter de dire aux autres ce qu'ils ne sont pas prêts à accueillir. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça ne portera pas ses fruits, voire même ça va peut-être faire l'effet inverse. Tout à fait. Donc, il faut éventuellement pouvoir communiquer avec la nouvelle victime, éventuellement un certain nombre de faits objectifs peut-être à un certain moment, mais en tout cas, il faut vraiment être très au fait de ce qu'elle est capable d'entendre ce jour-là. Oui, et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est tellement vrai que souvent, quand je reçois des clients au cabinet, ils me disent « mais j'ai envie de prévenir le nouveau compagnon, la nouvelle compagne ». Et je leur dis, surtout, ne le faites surtout pas. Et de deux, ce nouveau compagnon, cette nouvelle compagne, c'est aussi ce qui aide à stabiliser madame ou monsieur. Et donc, indirectement, parfois aussi les enfants. Parce que si le parent toxique, le parent PN a une forme de stabilité grâce à sa nouvelle relation, puisqu'il vit... il se nourrit de l'autre pour avoir son équilibre, et bien en fait, pour lui, c'est quand même une forme d'équilibre vis-à-vis des enfants. Donc, je le dis toujours, taisez-vous, parce qu'en fait, cette relation lui permet de trouver un équilibre et il en a fondamentalement besoin parce que sinon, il s'effondre. C'est tout à fait pertinent. Alors, il y a des phases quand même de la relation où c'est plus facile, justement, d'essayer d'aller prévenir. Et il y a des phases où ça va être même important d'aller le faire. Une phase, par exemple, où ça peut être important d'aller éventuellement parler à la victime, c'est si elle s'est déjà détachée une première fois et qu'on sent que le pervers narcissique est en train d'essayer de la reconquérir. Là, peut-être qu'effectivement, il y a une fenêtre quand même pour essayer d'aller lui dire de ne pas y retourner, en allant surtout, toujours de façon très objective, lister des faits. Parce que tout l'émotionnel va de toute façon être tenté de retourner dans cette relation, et que la seule chose qui va pouvoir éventuellement combattre, ça va être le rationnel. Et le rationnel, c'est quoi ? C'est simplement des preuves à l'appui. Et je parle de preuves émotionnelles ou de preuves en termes d'actes. Mais il y a sûrement aussi après des preuves juridiques. Oui. Mais le rationnel, généralement, ça suffit pas à convaincre, puisque justement, on prend nos décisions par l'émotionnel. Alors, on est souvent en fait dans un combat entre l'émotionnel et le rationnel. Ouais. Et en phase de hoovering, on y est vraiment complètement. C'est-à-dire que quelque part, on sait qu'on ne doit pas y retourner. Et quelque part, il y a une partie de nous qui veut y retourner. Pourquoi ? Elle veut y retourner pour voir si on ne serait pas vraiment trompé éventuellement avant sur notre jugement, s'il n'y aurait pas cette fois-ci éventuellement une chance que ça fonctionne, s'il n'aurait pas éventuellement finalement changé, si... Voilà. On émet plein d'hypothèses un peu favorables, même si, d'un point de vue cognitif, on sait que la probabilité, elle est très faible. En fait, c'est plutôt le corps qui est toujours intoxiqué, qui est toujours sous l'effet des neurotransmetteurs et des hormones de l'emprise et de l'attachement, qui a tendance à vouloir y retourner. Il y a cet espoir toxique que moi j'appelle la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'en fait quand on rencontre un pervers narcissique, il y a tous les mots qui s'échappent, à savoir tous les horribles actes que l'on va subir, et puis il y a cet espoir qui reste enfermé et qui, tant qu'il n'est pas traité et évacué, continue de vouloir donner envie d'y retourner. Et puis, pour rebondir à ce que tu as dit, tu dis le conflit rationnel, émotionnel. Bien entendu, l'avocat peut aider à identifier cette rationalité de manière strictement juridique, en mettant des qualifications juridiques sur des faits. Mais la victime du pervers narcissique, si elle est tombée sur ce type de personne, c'est qu'elle a ses propres failles. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, là où tu dis que tu es guidé par l'émotionnel directement pour prendre des décisions, déjà, il y a des personnes qui ne sont pas guidées par l'émotionnel, mais plus par le rationnel pour prendre des décisions. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, la victime ne peut pas se fier à son émotionnel à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que pendant des années, elle ne s'est pas fiée à son émotionnel. Alors, pourquoi elle se fierait à la fin à son émotionnel ? Même si l'émotionnel est une part importante de la victime, à un moment, c'est la rationalité qui fait qu'elle parte. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, elles disent aussi, c'est allé trop loin, il y a eu la petite bête. Et c'est cet élément déclencheur alors qu'elles avaient déjà tout en amont. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, justement, c'est de l'émotionnel. C'est que le c'est allé trop loin, c'est le moment où elles ont eu peur, c'est le moment où elles ont ressenti quelque chose. Justement, c'est aller trop loin. Ça peut être aussi une prise de conscience d'un événement très objectif aussi.
Ouais, avec aussi. par exemple les enfants. Alors, avec, j'allais dire surtout sur quelque chose d'extérieur en fait. Ouais, c'est exactement ça. Sur quelque chose d'intérieur qui la concerne elle-même, la victime, souvent la prise de conscience, ça va être très émotionnel. Sur quelqu'un de tiers, sur un tiers, ça va être une prise de conscience souvent plus cognitive. Souvent, en fait. moi, ce que j'entends, c'est j'ai décidé de partir le jour où où elle s'est mise à crier sur les enfants sans raison, à les rabaisser, à les violenter, alors qu'ils avaient rien demandé et qu'ils sont totalement innocents. J'ai dit là, je ne veux plus accepter que mes enfants soient dans cette relation toxique et d'avoir ma part de responsabilité en les y plaçant. Ok. Oui, parce que pour moi, ça, c'est de l'émotionnel, parce que c'est justement ce que tu vas ressentir à ce moment-là qui est tellement intense que du coup, tu pars. Ouais, mais bon, on après, joue ça, sur c'est les pas- mots, quoi. Mais dans ces cas-là. Alors, par contre, ce qui est important aussi, c'est que la partie cognitive a été très entamée par la relation. Puisqu'il y a eu tout ce qui est gaslighting qui a entraîné une dissonance cognitive et du coup, non seulement la victime en général ne fait plus confiance vraiment à ses émotions, ne sait plus très bien d'ailleurs d'où viennent ses émotions, mais elle ne fait plus forcément non plus confiance à son esprit critique Tout à fait. et à son jugement. Ce qui fait que c'est très important justement de rester très factuel avec une liste de faits objectifs parce que ça, la dissonance cognitive aura plus de mal à les nier. Exactement. Et par exemple, dans ces cas-là, le moment où je vais pouvoir les aider quand elles arrivent au cabinet, en tout cas en premier entretien, c'est qu'on va lister, par exemple, vous gagnez combien ? Ils gagnent combien ? Déjà, l'argent, ça va être un premier critère. Ah, vous payez beaucoup plus alors que, par exemple, madame ou monsieur gagne en fait plus. Ah, vous ne connaissez pas le montant de ses revenus. Ah, il veut la garde alternée alors qu'il s'est jamais occupé des enfants. Ah, il vous reproche et il vous insulte. Il vous reproche, par exemple, certains comportements. Il vous insulte. Et en fait, elles ont tellement perdu le curseur de ce qui est normal, de ce qui est pas normal, qu'on le replace quand on est en rendez-vous avec Elles ont eux. tellement appris aussi à rationaliser, à justifier, à nier tout ça. Mais c'est très intéressant ce que tu dis sur la différence de salaire, parce que ça, c'est une prise de conscience justement cognitive et rationnelle. Ouais. À un moment, en fait, par exemple, parce que souvent, il y a un des deux conjoints, on va dire l'homme, qui gère l'administratif et qui du coup gère toutes les déclarations fiscales. Et puis tout d'un coup, à un moment, la femme qui commence à envisager de partir cherche un certain nombre de documents, tombe sur la déclaration fiscale et se rend compte que elle gagne 1 000 euros par mois et que lui, il en gagne 12 000. C'est le classique. Et que, voilà. Donc ça, c'est une vraie prise de conscience, en fait, cognitive. Alors, il y a de l'émotionnel forcément derrière, il y a un peu de colère qui arrive en général. Mais en tout cas, c'est une prise de conscience en général assez cognitive, quoi, objective. Ouais. Ok. Et donc, du coup, là-dessus, parce que donc ça, c'est effectivement ce que ressent la victime, etc. Mais est-ce que du coup, c'est quoi les moments clés où on peut prévenir la victime apparemment, visiblement, au début, en tout cas, il faut pas le faire parce qu'effectivement, elle sera pas prête à recevoir. Mais à quel moment il faut le faire ? À quel moment, en tout cas, ça peut être ouvert ? Et est-ce que aussi, vous avez un peu des méthodes de comment prévenir la victime ? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prévenir la victime au début, mais en tout cas, il faut comprendre que ce soit inaudible pour elle. C'est-à-dire qu'il faut lui donner le type d'information et le niveau d'information qu'elle sera capable d'entendre quand même. Ça pourrait être simplement, tu sais, voilà, je connais une de ses ex, visiblement, elle a passé des mois difficiles, elle a été hospitalisée en psychiatrie. Ça peut faire partie des choses qui vont permettre de donner des red flags plus facilement à la victime et qu'elle comprenne par elle-même. Donc ça va être des éléments d'information qui vont permettre d'éviter un peu le déni sur les événements objectifs qu'elle va pouvoir voir. Mais la façon la plus importante surtout de pouvoir aider une victime, on va dire qu'il y en a deux, ça va être déjà de savoir est-ce qu'elle vous a demandé de l'aide. Parce que si la personne ne vous demande pas d'aide, de toute façon, votre aide ne sera pas reçue et on risque même d'ailleurs d'entrer dans le triangle de Karpman, à vouloir donner de l'aide à quelqu'un qui n'en veut pas et finalement à tourner là aussi, à rester soi-même d'ailleurs dans une relation toxique avec le pervers narcissique par procuration. Donc ça, c'est vraiment, est-ce que la victime semble être en demande d'aide, hein ? Et après, on le verra peut-être plus tard, mais aussi, est-ce qu'on pense que la victime est en danger ? Et là, on a un réel devoir, non seulement d'information, mais éventuellement même d'assistance et d'actes à poser pour essayer de la mettre en sécurité. Et juste un moment où, les nouvelles relations viennent appeler à l'aide, par exemple, à nos clients, c'est quand elles ont besoin d'attestation. Quand elles se retrouvent, comme les nouvelles victimes se retrouvent de nouveau dans une relation toxique avec une séparation conflictuelle des violences, à ce moment-là, elles viennent chercher les anciennes compagnes, les anciens compagnons pour avoir des témoignages. Et là, en général, les témoignages sont absolument brillants.
Oui, forcément, tout est à Exactement, charge et tout se ça, recoupe. exactement. Et en général, moi, ce que je vois dans les dossiers, c'est qu'en fait, les compagnes successives finissent par se retrouver et comprendre en fait ce qui s'est passé. Ouais. Oui, parce que la répétition, en fait, est un élément de preuve du schéma, en réalité. Ouais. Et ça montre qu'elles sont interchangeables quelque part, mais que l'élément commun, c'est la personne qui agit avec ce trouble de la perversion narcissique et que du coup, en fait, on ne peut couvrir les yeux, quoi. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que les victimes de la même personne sont interchangeables, mais les victimes d'un pervers narcissique sont interchangeables. Quand on a fait les témoignages, Tout à fait. les histoires, même si évidemment elles ont rien à voir dans le fond, comment elles se sont déroulées, la durée, etc. Mais par contre, les étapes sont identiques. Et on a eu des trucs très drôles avec des victimes qui disent « Ah, mais toi aussi, t'as fait ça, moi aussi, il m'a fait ça, etc. » Ouais, c'est toujours la même chose. Mais moi, ça m'arrive souvent quand je suis en séance, et pourtant, les sujets sont généralement assez sérieux, mais régulièrement, j'écoute, excusez-moi de sourire un peu, mais en fait, on vient de me raconter exactement le même détail sur le sac à 5 000 € il y a 1 heure, quoi. Ouais. En fait, c'est exactement, effectivement, les mêmes comportements. Donc, ça montre bien d'ailleurs que le profil du pervers narcissique, un peu quel que soit le type, même s'il y a des variantes, en fait, on va retrouver vraiment des comportements totalement similaires. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on peut parler de profil. Finalement, c'est Exactement. parce que c'est très structuré. Et comme en plus, c'est des profils qui réellement manquent de créativité, parce qu'en fait, ils savent pas sortir de leur scénario. Et on se rend compte qu'en fait, ils mettent tous en place exactement les mêmes scénarios. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et est-ce que le fait si jamais la personne décide d'aller prévenir, est-ce qu'elle se met en danger, elle se remet en danger, elle Alors s'expose moi, à je nouveau? pense qu'elle peut se mettre en danger. Bien entendu, elle peut se mettre en danger, en tout cas si le pervers narcissique la prend. Et il la prendra forcément dans le cadre d'une procédure pénale avec des attestations. Donc ça peut être la première mise en danger. Et puis l'autre mise en danger, pour moi, elle est indirecte. Elle est vis-à-vis des enfants éventuels de la première relation. Et donc, Ok. dans ces cas-là, ça peut être une monnaie de chantage, une monnaie de pression, leur faire mal indirectement. Et si la procédure, du coup, avec la première victime n'est pas finie, ça peut avoir une incidence sur la procédure? Peut-être l'énerver encore plus ou le... Je pense que ça pourra être utilisé après par la partie adverse, comme voyez, elle n'arrive pas à passer à autre chose, elle est encore dans le conflit, elle n'arrive pas à apaiser les choses. Je pense que ça peut être utilisé comme ça. Et effectivement, ça peut se comprendre aussi, oui. Alors moi, je vois plus les dangers, entre guillemets, au niveau émotionnel. En fait, quand on est dans une relation avec un pervers narcissique, on se retrouve dans ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique complexe, avec des micro-traumas répétés, et qui tout ça viennent vraiment impacter l'être entier, avec des flashbacks, des cauchemars, une hypervigilance, des reviviscences, enfin tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qui vraiment ne permet pas de rester tranquille. Donc retourner, s'immiscer dans ce type de relation, c'est risquer aussi éventuellement d'avoir son stress post-traumatique qui reprenne Raviger, un peu de force. Et puis il y a un autre risque, c'est le risque en fait d'y retourner soi-même. Ah oui? Pourquoi? Ouais. T'as déjà vu des relations où ils se remettent ensemble, Bien sûr. genre 5 ans, 6 ans après? Bien sûr. Ah bon? Alors qu'ils savaient très bien et qu'ils, par exemple, Alors ils sont qu'il y avait venus te une voir en séparation, thérapie. Et alors qu'ils ont été prévenir le précédent et tout ça, oui, bien sûr. Mais en fait, c'est parce qu'ils se sentent à l'aise. Ils ont besoin d'y retourner, de retrouver Ça leur veut dire marque qu'il y a quelque chose d'enfance. qu'ils n'ont pas encore appris, qu'ils doivent encore finir. Voilà. Ouais. Et parce que en fait, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en réalité, le pervers narcissique, à ce moment-là, va jouer de la triangulation. C'est-à-dire que si à ce moment-là, par exemple, si c'est au moment où, avec sa nouvelle proie, ça va moins bien, il va avoir besoin de réassurer une nouvelle proie plus nourrissante. Rien de plus simple pour lui que de revenir sur une proie antérieure parce qu'il connaît tous les boutons. Ah bah oui, Ok. bien sûr, il est content en fait même. Voilà. Si Donc, la facile, personne n'a donc, pas fait le travail de changer et de se Exactement, construire, etc., il connaît effectivement tous les En boutons. tout cas, quoi. si elle n'a pas été assez loin dans le travail, parce que même en ayant fait du travail, si elle n'a pas été assez loin, elle peut très bien y retourner. Est-ce que là-dessus, tu as une anecdote, un exemple de, je sais pas, de quelqu'un, évidemment en anonyme, mais où tu pourrais montrer comment ça s'est passé? Spécifiquement, non, mais là, je suis sûre que si on regarde des couples comme Burton et Taylor et des choses comme ça, où tu as des gens qui se remarient 4 fois, 5 fois, 6 fois, c'est jamais un hasard. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut bien dire qu'il y a des cycles dans ces relations qui se répètent et qui, la plupart du temps, sont d'ailleurs de plus en plus rapprochés et de plus en plus violents. Et en fait, je pense que quand on voit des remariages comme ça, il y a quand même moyen de se poser la question de savoir, c'est pas une histoire linéaire,
C'est une histoire cyclique. On a remis 1 euro dans le jukebox et on a de nouveau une chanson qui joue, quoi. En fait, c'est Jennifer Lopez et comment il s'appelle? P. Diddy? Mais non, n'importe quoi. Ah, peut-être d'ailleurs. Non, il était avec Lopez, comment il Jennifer. s'appelle Je suis pas du tout people, moi. Moi non plus. Comment il s'appelle? Jennifer Lopez et Ben Affleck. Ah oui, ils sont remis oui. ensemble Ouais. récemment. Ouais. Après, peut-être, qui sait. Alors, si c'est une fois, c'est une chose, mais quand Ils c'est sont- 5, 6, 7 fois, ça devient intéressant à étudier, à mon avis. Et on Ouais, ne parlait ok, pas je encore sais de pervers pas. narcissiques à l'époque, mais en tout cas, très probablement, on est dans une relation cyclique, et ça, c'est un peu le propre quand même des relations avec les pervers Est-ce que pour le coup, ça peut être peut-être d'autres choses, par exemple que les deux ont des gros manques qui les empêchent d'être en relation avec n'importe qui sur Terre, entre guillemets, sauf avec cette personne-là, parce que chacun a conscience du manque de l'autre ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est forcément un pervers narcissique ou c'est effectivement qu'il y a un manque, mais il peut être divers et varié? Alors, je connais pas le cas suffisamment en détail, mais en tout cas, une relation cyclique, on peut se poser cette question. Mais en tout cas, le hoovering du pervers narcissique, c'est une technique pour réaspirer dans la relation un ex ou une ex. Donc, si jamais vous essayez d'intervenir pour essayer de faire capoter la relation qu'il a essayé de construire et qui peut-être est en train de capoter parce que la nouvelle proie est en train de se rendre compte d'un certain nombre de choses ou parce que lui s'est lassé, vous vous rapprochez de quelque chose qui potentiellement peut vous réaspirer. Voilà. Ouais, Et c'est là, fou. vous allez repartir pour un nouveau cycle. Et est-ce qu'à l'inverse, c'est possible qu'avec la nouvelle personne, ça se passe bien, réellement? Que ça soit pas juste Alors- parce que c'est le début ou... Moi, je suis convaincue que c'est possible, mais seulement en apparence. Et que le pervers narcissique est aussi appris de ses expériences passées pour être démasqué avec beaucoup plus de difficultés et sur du plus long terme. C'est je exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc, pour moi, l'illusion, il aura appris en fait le pervers narcissique de la relation passée pour être moins démasqué et Mais retarder au plus le moment de la rupture. Oui, mais ça restera toujours une illusion parce qu'on n'est pas Tout à du tout fait. dans une relation d'affect et d'empathie. On est dans une relation de prédation et de un qui est le carburant narcissique de l'autre. Ouais, C'est ça. une relation où il y en a un qui est au service de l'autre. Donc ça n'est pas une relation. En fait, ça n'est pas une relation. Ce n'est pas une rencontre. Ouais, Oui, c'est pas une ok. rencontre. C'est pas une relation Oui, le avec un fond pervers reste narcissique identique, n'est quoi. pas une rencontre. Ouais. C'est une prédation, c'est une relation de utilitariste, en fait. C'est une transaction. Voilà. d'ailleurs, On appelle c'est- ça une relation transactionnelle. Ouais. Donc, c'est pas une rencontre. Et d'ailleurs, c'est OK pour plusieurs personnes, d'avoir ce type de relation. Il y a plein de personnes qui pensent qu'avoir ce type de relation, ça peut être normal parce que c'est le modèle qu'elles ont connu, parce qu'elles n'ont pas travaillé sur elles-mêmes, parce qu'elles se connaissent pas, parce qu'elles savent pas ce que c'est l'amour, qu'elles n'ont pas de modèle en fait. Donc ça peut être OK pour elles et au point de dire, par exemple, la personne avec laquelle je suis, elle est super. Pourquoi pas d'ailleurs? T'en penses quoi toi? C'est une illusion. Ouais, c'est une illusion. Mais de toute façon, la phase initiale d'une relation avec un pervers narcissique, c'est ce qu'on appelle l'illusion partagée. Ouais. Donc, c'est simplement que cette phase d'illusion partagée, elle dure très longtemps. Et pourquoi tu dis partagée? Parce que du point de vue du PN, elle n'est pas partagée. Oui, mais alors si, parce qu'en réalité, lui-même est dans une illusion. Ouais. Et il a besoin justement de faire vivre une illusion à l'autre pour pouvoir maintenir sa propre illusion. Mais il y a un moment, il en En prend fait, ils sont sur 2 illusions différentes. ouais. Ils sont sur 2 illusions différentes. Mais en ouais. réalité, c'est en anglais, ça s'appelle shared fantasy. C'est une illusion partagée. Ouais. Voilà. Ok. Alors, il y a quand même des choses vraiment à éviter. C'est-à-dire, quand est-ce et comment est-ce qu'il ne faut pas essayer d'aller prévenir la victime. Donc, la première chose, c'est vraiment ne pas vouloir aller la convaincre. D'abord parce que dans des relations entre adultes, on n'est pas là pour se convaincre. On a le droit d'avoir des opinions différentes et c'est OK. Et surtout, ça va vraiment se retourner contre la personne qui essaie de convaincre. Parce que là, à ce moment-là, toute la rage du pervers narcissique va éventuellement revenir sur l'ancienne victime par projection sur la nouvelle victime. C'est-à-dire qu'en fait, la victime actuelle, la proie sous emprise, risque d'en parler au PN. Et là, en fait, il va y avoir un déferlement de rage sur la personne qui essaie de prévenir. Mauvais temps, quoi. Mauvais temps. Et surtout, ça ne rendra pas service à la véritable nouvelle victime parce qu'en réalité, elle est déjà sous emprise. Elle n'a déjà pas son libre arbitre. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui vient lui dire « Moi, je sais ce que toi, tu dois penser. »
En fait, on lui rend pas du tout service parce que finalement, on lui impose de nouveau un autre schéma de pensée. On ne la rend pas comme ça apte à elle-même avoir sa pensée créatrice. Et ça, c'est vraiment la pire chose à faire. Et Oui. est-ce qu'on peut lui suggérer des questions ou lui dire, sans lui dire c'est un pervers narcissique, mais lui dire tu remarqueras si tu fais ça que la réaction va être complètement disproportionnée. Je sais pas, par exemple, voilà, je voulais juste te dire, tu te feras tes propres conclusions, mais si tu lui dis que tu pars un week-end dans ta famille, il va se passer ça. Est-ce que ça mais peut moi, être je trouve un que non? C'est gênant parce que pour moi, on est sur de l'injonction paradoxale quand tu dis ça. Tu dis oui, tu te feras tes propres conclusions, mais tu verras, il se passera ça. Et c'est encore une communication Non, mais- toxique que de dire un truc comme ça. Exactement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, il y a des gens que ça peut ne pas gêner. Je prends l'exemple de la jalousie. Il y a des gens qui, en fait, sont assez fiers ou en tirent de la satisfaction que leurs copains, copines soient hyper jalouses parce qu'ils estiment que ça les valorise eux. Donc, c'est pour ça que je disais, Il faut me les envoyer. oui, mais il y a plein de gens Ça veut qui se dire disent s'il est jaloux, c'est qu'il tient à moi. Non, ça veut dire que c'est quand même avoir une vision de l'amour et de la relation qui n'est pas du tout. Mais j'ai une pas dit que relation, c'était ça. voilà. J'ai juste dit qu'il y a Oui, mais- beaucoup de gens qui le. Eh ben, donc C'est pour ça- ça que je disais, elle tirera ses propres conclusions. Si ça lui va, que il la malmène ou qu'il l'insulte ou j'en sais rien. Entre guillemets, c'est pas de notre ressort quand on la prévient. Je suis d'accord, mais par contre, on peut lui dire, j'entends que tu acceptes que il soit jaloux parce que pour toi c'est valorisant. En revanche, peut-être que tu peux te questionner sur ce que c'est que la jalousie dans une relation, quels doivent en être les contours, les limites, les déclencheurs. Quel est le sens de la Voilà, jalousie. exactement. Oui, mais Et ça, si on questionner. prévient la victime, ça me paraît. Non, parce que là, on prévient pas la victime de l'analyse. On la prévient, on lui dit de s'interroger sur des ça. éléments. C'est pas la même chose. On lui donne pas la Voilà. solution. Oui, Exactement. mais justement, ça me paraît pas. S'il y a une ex qui vient me voir pour me dire, tu devrais t'interroger sur la place de la jalousie dans une relation, ça me paraîtrait vraiment lunaire comme discussion quand même. Et pourtant, c'est, je pense, la seule qui permet de vraiment faire avancer la personne. Moi, je donne Oui, mais en toujours tant que une coach, image. pas en tant que ex qui vient te prévenir, non? Oui, mais justement, en Ça me fait, paraît un peu- alors justement, peut-être que l'ex qui vient prévenir devrait, si elle veut être entendue, intervenir plus en tant que coach qu'en tant que encore sous emprise et sous choc post-traumatique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'essaye de prendre les gens qui nous regardent et qui sont dans cette situation-là. Ils doivent envoyer éventuellement un texto ou voilà, la nouvelle victime, ils la connaissent certainement pas. Enfin, souvent, ça doit être le cas. Donc, comment ils font pour rentrer en contact avec elle de manière simple pour arriver à la prévenir sans justement faire déballer Alors- sa propre histoire ou faire peur ou je sais Moi, pas. j'ai une suggestion, mais là, je viens d'y penser là maintenant, c'est de dire coucou, bonjour, je m'appelle Untel, je suis l'ex de. Si un jour tu as besoin de parler, voici Exactement. mes coordonnées. C'est si Ah, ok, un voilà. jour, exactement. On Ok. est absolument d'accord. parce Sans que- en avoir discuté, pardon. tout à fait. Ouais, tout à fait ça c'est d'accord. effectivement, ça me paraît très bien. Parce que là, ça veut dire qu'on est disponible pour, mais qu'on ne s'impose pas et qu'on n'impose pas notre vision et notre timing. Ouais. Parce Ok. que son timing et sa vision, ce seront les siens. Moi, je dis toujours, l'œuf doit éclore de l'intérieur. C'est-à-dire que si on essaie de Exactement. casser la coquille de l'extérieur, c'est sûr que le poussin, il va mourir. Ok, non mais c'est ça que je voulais, c'est parce que ça, Voilà. je pense que ça a de la valeur de dire, je fais ça, j'ai l'impression d'avoir Ouais. fait ma part du Job. taf, quoi, voilà. Comme ça, ma conscience est saine, Ouais. mais par contre, je vais pas aller plus loin. Et puis, tu vois, là où je trouve c'est cohérent, c'est qu'en fait, c'est pas ta responsabilité que de protéger l'autre. Non. La personne en face, elle est adulte. Si elle veut mourir, si elle veut arrêter de manger, si elle veut être heureuse, c'est sa responsabilité et ses choix. Donc, c'est à partir du moment où elle est d'accord pour avancer, pour évoluer, pour avoir une vie heureuse, qu'elle reprendra contact avec nous pour dire, est-ce que tu peux peut-être me donner les clés pour que je comprenne ce qui se passe là aujourd'hui dans ma relation. Puis ce que je trouve super intéressant là-dedans, c'est que en l'envoyant, on envoie quand même le message qu'il y a forcément entre guillemets un problème, parce que sinon on n'enverrait pas ce message-là. Exactement. Et en même temps, on laisse à la personne toute liberté de nous contacter ou de. Et pas là, je nous trouve appeler. que, en fait, tu vois, tout ça, j'y avais pas pensé parce qu'avant, j'étais assez catégorique dans le fait qu'il fallait pas prévenir. Que c'était pas, sauf besoin de témoignage après la procédure. Mais en fait, je trouve ça même plus fin de dire un jour, si tu as besoin de moi, si tu as besoin de parler, je serai là, n'hésite pas à me contacter. Je trouve ça très intelligent
parce que en fait, ça respecte, comme tu disais, le rythme de la personne. Ça peut déculpabiliser l'ancienne victime en disant, même si cette culpabilité, elle est pas saine, je pense. Il y a un souci. Mais en tout cas, je trouve ça très bien de faire ça, ouais. Je trouve ça très bien de faire ça. Est-ce qu'il y a des cas extrêmes où il faut quand même se débrouiller pour intervenir? Je prends l'exemple d'un commentaire que j'ai eu sous un des témoignages qui m'a quand même choqué, mais c'est un commentaire, je sais pas si c'est vrai, etc. Mais partons du principe que ça l'est, où elle disait qu'elle a appris pendant la relation que son mec avait tué son ex-compagne de 11 coups de couteau et qu'il avait fait 10 ans de prison, quoi. C'est ce que j'allais dire. Et elle était absolument pas au courant. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un cap, peut-être quand il y a des violences extrêmes ou je sais pas, où il faut coûte que coûte prévenir, enfin je sais pas comment... Alors, moi, j'ai un exemple en tête qui est en fait assez fréquent dans les relations avec les pervers narcissiques, c'est qu'ils ont régulièrement des doubles familles, triples familles, quadruples familles. Okay. Et donc, ça, je trouve que de prévenir que la personne avec laquelle la victime, peut-être mariée avec quelqu'un qui va avoir une vingtaine d'enfants. Une trentaine d'enfants. Et je n'exagère pas. Parce qu'en fait, c'est qu'il y a un clivage derrière. Donc, en fait, ils peuvent très bien mener des vies parallèles. Exactement. D'accord. Okay. Voilà. Oui, comme chaque chose est bien séquencée, Exactement. Okay. Excuse-moi, d'apprendre qu'on a des demi-frères, des demi-sœurs, c'est quand même quelque chose d'important, à mon sens. Ouais. D'apprendre que ça va avoir des conséquences financières, que ça va avoir des conséquences aussi en termes de relation avec le père, avec la mère, alors c'est plutôt le père, là, dans les dossiers, que j'ai, ça peut avoir des conséquences immenses. Et je trouve que ça fait partie des choses importantes, au même titre que des comportements répréhensibles pénalement. Et je te parle pas d'un petit comportement, je te parle du meurtre, de l'escroquerie, de l'abus de faiblesse. En général, l'inceste, c'est quelque chose qui est répétitif et qu'on revoit. C'est des schémas répétitifs. Donc ça, dans ce cas-là, il faut quand même intervenir et essayer de dire renseigne-toi sur et donner le nom de la personne qui a la double vie ou quelque chose comme ça. Alors, j'irais au moins prendre contact dans ces cas-là, en disant j'entends que peut-être, je souhaiterais te parler, c'est bien entendu ton choix que de le refuser, je le respecterai parfaitement, mais sache que j'ai des choses importantes à te dire selon moi, et je pense que tu apprécierais en avoir connaissance. Je suis d'accord. Alors si on a moyen aussi d'ailleurs de contacter plutôt l'entourage, peut-être que la personne elle-même, parce que dans ces cas-là, ce sera à l'entourage aussi d'être vigilant sur un certain nombre de points clés. Ouais, mais en fait... tu vois, dans tout ça, de toute façon, l'entourage, la plupart du temps, a une prise très faible. Et en général, il y en a qui sont toxiques. Ou alors, ils sont pris dans l'emprise aussi, souvent. Exactement. Ça peut arriver aussi. Et je trouve que là même, tu vois, je t'ai dit, oui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je trouve encore que c'est présomptueux. En fait, ça peut être pris comme quelque chose de présomptueux. Important pour toi, important pour moi. Selon quels critères, ça laisse tellement place à de l'analyse et à de l'interprétation et même à une forme, à mon sens, pas d'arrogance, mais de presque de condescendance, presque de supériorité, que je trouve que de rester, sache que si tu as besoin de parler un jour, je suis là, ça s'arrête là. Alors, oui, mais justement, on parlait des cas extrêmes où justement il faut prévenir parce que c'est dangereux. Si la personne... il y a non-assistance à personne en danger si on ne prévient pas. Donc, c'est ça. On doit le faire, bien sûr. Pas évident. Et est-ce que dans ce cas, limite faire un peu le côté inverse, je sais pas du tout si c'est une bonne solution, mais émettons qu'il y ait une vie secondaire avec 3 autres enfants, envoyer de manière presque un peu radicale, je vous invite à vous renseigner sur, et le nom de la personne, de la femme avec les 3-4 enfants, et rien donner de plus. Ouais. Comme ça, c'est suffisamment perturbant pour que la personne se dise, je vais aborder ce nom à mon nouveau conjoint pour voir comment il réagit, ou j'en sais rien. Je sais pas, parce que à la fois il n'y a pas de danger, donc et à la fois c'est problématique en termes de construction, de relations de confiance. Franchement, je sais pas. Je trouve que je pense qu'après il y a du cas par cas aussi. Il y a du cas par cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment des choses à éviter de faire. En particulier, donc quand on essaie d'aller prévenir la nouvelle victime, la nouvelle proie, c'est d'y aller avec ses émotions. Parce que si on y va avec ses émotions, c'est sûr qu'on va se prendre les pieds dans le tapis, qu'on va être pas du tout crédible et qu'on va semer plus de... Justement, on va plutôt conforter la nouvelle proie dans le système maintenu par le PN. Donc là, on va être contre-productif. Exactement, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que comme le PN, de toute façon, aura présenté l'ex comme une folle ou un fou, si vous y allez avec vos émotions, vous serez totalement de nouveau pris pour un fou ou pour un folle par la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon.
Et je pense que c'est ce qui arrive dans 90% des cas. Quand on voit, par exemple, les commentaires sous nos vidéos, souvent les gens, alors c'est des commentaires, ça n'a rien à voir, mais je pense que ça va être la même démarche quand ils vont les prévenir. Ils nous déballent tout ce qu'ils ont vécu entre guillemets, mais de manière évidemment désordonnée parce que c'est beaucoup de confusion mentale déjà. Et en fait, effectivement, de l'extérieur, alors on voit, on arrive à peu près comprendre parce que c'est en commentaire et qu'on comprend que c'est un lien avec notre vidéo. Mais si on recevait ça comme ça, justement par SMS, on comprendrait rien, quoi. On se dirait mais c'est pas possible. On n'est pas dans une parole impeccable. Ouais, et exactement. c'est la raison pour laquelle, pour aller plus loin juridiquement par rapport à ce que tu dis, dans la technique de vous faire passer pour fou ou faire passer la victime pour une folle ou pour un fou, en fait, la technique classique, c'est de les faire passer pour des hystériques, des histrioniques. C'est le schéma classique avec le psychologue et l'expert qui, dans le cadre des procédures pénales, vont reprendre mot pour mot à la suite d'une alliance le discours du PN et du coup, le tribunal est totalement berné parce que de toute façon, la victime, elle est dans une telle confusion, dans un tel état de souffrance que le travail qui doit être fait nécessite tellement d'années que forcément qu'au moment de la séparation, au bout d'un an, le recul nécessaire peut ne pas y être. Donc ça, c'est dramatique. Et effectivement, même les professionnels se font berner. Tous. Quoi, pas tous, mais beaucoup en tout cas. Ouais. Beaucoup. Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas faire non plus, c'est aller augmenter les émotions de la nouvelle victime. Ouais. Parce que c'est pas non plus lui rendre service. Elle est déjà en général aux prises avec des hauts et bas émotionnels extrêmement forts. Il faut plutôt vraiment essayer de lisser les choses plutôt que de continuer et à lui imposer des pensées et à penser à sa place et à lui mettre nos propres émotions et lui projeter nos émotions. Voilà, faut arrêter ça. Faut pas non plus faire de ruses, de manipulation, de calcul. C'est en se disant là, je vais contrer la manipulation du pervers en allant moi-même manipuler. Non, Stop, on arrête. On met encore plus la personne en difficulté qu'on ne l'aide. Et alors, tu viens de parler des choses qu'il ne faut pas faire, mais moi, je vais parler de quelque chose qu'il faut faire. C'est s'abonner à notre chaîne, puisque vous êtes des milliers à regarder ces vidéos qu'on sort chaque semaine pour essayer de traiter tous les sujets liés à l'emprise, aux pervers narcissiques, aux relations au sens large. On fait des témoignages, on essaye de faire le maximum. Et vous êtes encore énormément à regarder ces vidéos, mais à ne pas être abonné. Donc, abonnez-vous. Activez la cloche parce qu'on sort des vidéos quasiment chaque semaine et on va essayer de faire le maximum pour diffuser ce message au plus grand nombre. Bien joué. Vraiment, je n'aurais pas fait mieux. Alors, pour revenir quand même au sujet, parce que voilà, il y a une chose aussi qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trouver la nouvelle proie en espérant après de la reconnaissance. C'est-à-dire que pour ça, avant d'aller trouver la nouvelle proie, il faut vraiment avoir fait suffisamment de travail pour déjà ne pas y retourner, ne pas y aller avec ses émotions, ne pas réveiller son choc post-traumatique et ne pas en attendre de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour ça. Ouais. Oui, on n'est pas le chevalier servant, on n'est pas Non. Et en fait, on doit être suffisamment bien avec nos propres émotions pour ne pas être dans l'attente d'un retour de cette personne. Cette personne, elle est en situation de difficulté, elle n'est pas là pour après nous renourrir narcissiquement nous-mêmes. Quoi. Oui, et puis on ne va pas attendre des remerciements de quelqu'un qui n'a rien demandé à la base non plus. Et à qui, en plus, on est en train d'annoncer qu'en fait, son monde va s'écrouler. Exactement, donc il y a un moment... Oui, c'est même compréhensible si elle nous en veut, même si elle au début, écoute. Il y a des chances qu'en tout cas, il y ait une réaction un peu de refus, de résistance, on va dire, à l'information. Et puis que petit à petit, alors peut-être que plus tard, effectivement, elle viendra et qu'elle dira « je te remercie parce que ça m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux ». Mais ça, c'est plus tard, éventuellement. Et prendre aussi, alors ça pas vraiment de lien avec le fond, mais la forme, c'est aussi très important. Moi, j'y attache beaucoup d'importance. Et pour que les choses soient claires, sélectionnez bien vos mots, mettez le temps de faire des phrases simples, pas des phrases qui font 4 pages au présent. Enfin voilà, quelque chose d'assez simple parce que c'est comme ça qu'on arrive à porter un message qui est audible, qui va être retenu par la personne aussi. Et si vous avez passé quelques idées clés et que quelques mots lui restent en tête et l'aident des années après, vous aurez fait beaucoup plus de travail qu'en justement écrivant des choses où ça devient compliqué à comprendre, à savoir ce que vous voulez dire, etc. Donc il faut toujours essayer d'en dire autant, mais avec le moins de mots possible, épuré au maximum. Et puis s'il y a encore de la confusion mentale chez la victime, de toute façon, elle aura un discours qui pourra pas être reçu.
Donc il faut vraiment y aller au bon moment. Ça sert à rien d'aller prévenir si c'est pas encore clair dans sa tête. S'il n'y a pas, en tout cas, déjà des petites bribes auxquelles cette information va pouvoir se rattacher à l'intérieur d'elle, ça s'accrochera pas, quoi. Il n'y aura pas d'adhérence, en fait. Il n'y aura pas d'adhésion et pas d'adhérence, en fait, à ce qui lui est présenté. C'est normal. Mais je crois que tout à l'heure, ce que tu disais, c'était vraiment, finalement, peut-être la phrase clé de dire, voilà, si vous avez un jour besoin de me contacter, voici mes coordonnées. Pourquoi ? Parce que c'est simplement être dans l'empathie. Et en réalité, c'est ça. Être dans la disponibilité et dans l'empathie, de dire, voilà, si vous avez besoin, je serai là pour vous aider à trouver le début du chemin de la sortie de cet enfer. Ouais. Mais c'est vraiment uniquement ça, savoir qu'on est disponible et qu'on sera dans l'écoute, dans l'empathie et pas dans le jugement. Je vois, j'ai reçu plusieurs messages comme ça de gens qui justement partagent des témoignages, que ce soit les nôtres ou d'autres, à leurs proches où ils pensent qu'ils sont dans ce genre de relation. Donc souvent c'est quand c'est déjà un peu avancé, parce que quand l'entourage s'en rend compte, en général c'est un peu c'est clair, c'est que ça fait un moment, quoi, et qui nous disent que ça aide la personne à prendre conscience. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je me questionne, j'ai pas de solution là-dessus. Est-ce que tu peux préciser? Est-ce que c'est une bonne idée? Enfin, est-ce que ça peut être une manière de transmettre un message? Alors là, on parle pas justement des débuts de relation, etc. Mais si on a un proche, parce que là, on parle de la nouvelle victime, mais ça peut être aussi un proche qu'on n'arrive pas à aider parce que justement, la personne n'est pas réceptive à ce qu'on n'a pas d'emprise sur elle. Pas d'emprise, c'est malvenu, mais de prise sur elle, tout simplement. Est-ce que ça peut être une bonne idée de lui dire, tiens, j'ai trouvé une vidéo qui peut t'intéresser? Alors, je sais qu'au cabinet, il y en a plusieurs qui viennent en disant j'ai écouté vos vidéos, j'avais l'impression que vous décriviez ma vie alors que je ne vous ai jamais rencontré et c'est pour ça que je suis là, parce qu'en fait, les autres ne comprennent pas. Alors ça, je suis d'accord, mais ça, c'est quand les personnes tombent dessus. Mais est-ce que, en tant que proche, c'est une bonne idée de leur envoyer? Alors, oui. Oui, on peut. Franchement, ça, c'est vraiment tout à fait envisageable. Maintenant, comme toujours, il faut essayer de doser, savoir si la personne, elle va être réceptive ou pas. C'est-à-dire que si c'est pas du tout le moment, si elle est en pleine phase d'illusion partagée, ça aura du mal à la toucher. Sauf si, même au milieu de l'illusion partagée, il y a des red flags qu'elle commence à imperceptiblement ressentir et que petit à petit, il y a des informations qui vont finir par tisser quelque chose de cohérent qui va lui permettre d'ouvrir les yeux. Mais voilà, il faut en tout cas admettre éventuellement qu'elle n'en soit pas là. Mais je pense qu'il vaut mieux échanger et dire, ben voilà, le jour où tu auras l'impression que vraiment tu as envie d'avancer, on en reparlera, ou je te montrerai, tiens, des vidéos que j'ai trouvées intéressantes, ou ça peut être regarder ensemble une vidéo et en parler. Ça, je pense que c'est plus chouette. Alors moi, ce que je vois souvent comme proche à ce qu'il faut lui en parler ou pas, c'est les enfants. Alors ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on doit informer ses enfants ou pas qu'ils ont un parent pervers narcissique? Et ça, je pense qu'on pourrait faire une vidéo dessus entière. Moi, je te dis tout de suite, je pense qu'il ne faut pas faire. Les enfants, de toute façon, ils comprennent. Ils ont vu, ils s'interrogent. Si on les lie à leurs émotions, à leur empathie, ils arrivent à analyser les choses par eux-mêmes. Et c'est pas une question d'âge en grande partie? Je sais pas. Moi, c'est la première réponse que j'aurais donnée, c'est ça, c'est de connecter l'enfant à ses émotions et de surtout pas déconstruire l'image de l'autre parent, parce que pour sa construction, justement, c'est une catastrophe. Oui, moi je partage complètement ça, et surtout, en plus, ça peut se retourner, puisqu'en face, il y a un manipulateur, donc ça veut dire que l'enfant, à ce moment-là, va être pris comme monnaie d'échange, et on n'a pas envie du tout de jouer à ce jeu-là, de le prendre, parce qu'en fait, il devient à ce moment-là un vecteur de marchandage en fait entre les parents, et c'est vraiment pas, il y a un instrument pour savoir qui a raison, qui a tort entre les deux parents. Donc effectivement, je ne l'utiliserai pas du tout, et je serais plutôt pour la même optique que toi, d'éduquer les enfants à leurs propres émotions et à la gestion de leurs émotions, et ça, pour ça il y a plein d'outils à utiliser, parce que en fait comme ça on va les équiper à remettre leur libre arbitre au centre de leur personne, qui est la chose la plus importante quand on est face à une personne qui essaye de mettre sous emprise et qui essaye d'enlever le libre arbitre à chacun. Donc la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est pas leur dire ton père ou ta mère est comme ci ou comme ça, parce que de toute façon ce ne sera pas intégré, il y aura un conflit de loyauté, il y aura toujours un espoir qui reviendra et tout ça. En revanche, ça va être de l'équiper pour que
il ait lui-même un cadre de lecture qui lui soit propre et qu'il ait droit à ce cadre de lecture d'ailleurs. Il faudra le respecter. Et puis qu'il ait des outils pour, par exemple, quand il va aller passer le week-end chez l'autre parent, où éventuellement ça risque d'être un peu plus compliqué au niveau de la gestion des émotions. Donc quand il va revenir, on va retravailler les outils de gestion des émotions pour pouvoir permettre de mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il pense, pour l'autoriser en fait à ressentir et à penser. Et avec un langage adapté. Est-ce que tu as trouvé ça normal? Qu'est-ce que tu as ressenti? Mais pas la peine de mettre des mots. De toute façon, parler mal de l'autre parent, ça va entraîner une image dégradée de l'autre parent, alors que l'enfant s'identifie à l'autre parent pour sa propre construction. Donc ça veut dire qu'on est en train de dire à l'enfant, en fait, la personne, tu es en train de t'identifier à une personne qui va pas bien. Donc c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. C'est parfait pour avoir un conflit de loyauté. Le vrai problème, et ça j'essaie de le faire comprendre de plus en plus sur mes vidéos, c'est qu'aujourd'hui, quand on va en justice, à partir du moment où il y a un conflit parental, les pervers narcissiques ont parfaitement compris que d'utiliser le terme de conflit de loyauté, c'est absolument génial parce que c'est quelque chose qui est audible par les magistrats, d'avoir un conflit de loyauté et qui est entendable par tout le monde. Sauf que un conflit de loyauté, c'est pas un conflit face à un pervers narcissique, ça n'a rien à voir. Faut différencier les deux. L'enfant peut certes être placé dans un conflit de loyauté sans d'ailleurs qu'il y ait des parents qui soient pervers narcissiques, mais quand il y a un parent qui est pervers narcissique, peut y avoir un conflit de loyauté, mais dans ces cas-là, ça n'a rien à voir. C'est parce que, en général, c'est une instrumentalisation qui n'a rien à voir. Il y a un parent qui est instrumentalisé, alors l'autre que non, alors que l'autre non. Et donc, dans ces cas-là, après, on se retrouve avec des procédures JE, juge des enfants, on se retrouve avec des enquêtes et des expertises médico-psychologiques en disant que le conflit de loyauté est intense. Mais non, c'est pas une question de conflit de loyauté. Il y en a un qui essaie d'être un parent à peu près sain après la séparation et qui essaie de se reconstruire, et l'autre qui essaie, qui de toute façon est toujours dans l'instrumentalisation. Pourquoi tu ris, toi? Tu trouves ça drôle? Ouais, je trouve ça drôle. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi? Qui a dû venir. Je pense qu'il a vu une scène, là. Raconte-nous ta scène, Antoine. Non. Ça restera privé. Je pense que c'est totalement ça. Et effectivement, malheureusement, il y a des juges qui probablement ne voient pas les choses telles qu'elles sont, tout comme il y a des psys qui ne voient pas les choses telles qu'elles sont, par exemple dans les thérapies de couple, des choses comme ça, parce qu'il y a un agenda caché d'une des parties qui fait que ça brouille complètement le jeu. Et moi, je trouvais ça très pertinent ce que vous avez dit sur les enfants, et je me demandais si justement, par contre, à un certain âge, par exemple, disons 16-18, quand la personne cherche à se construire et enfin vraiment à trouver sa propre identité, et justement peut-être qu'il y a des lacunes qui ont été créées, parce que justement peut-être on l'a pas appris à se connecter à ses émotions, etc. dans sa jeunesse, parce qu'on était peut-être soi-même encore pas conscient du truc. Est-ce qu'à ce moment-là, il peut y avoir un intérêt à dire, ou en tout cas à expliquer peut-être à l'enfant, bah oui, t'as des manques, il y a des choses, je sais pas, ton père ou ta mère ne te dit jamais qu'il est fier de toi, ou j'en sais rien, sache que c'est pas de ta faute, c'est pas parce que t'es pas au niveau, c'est parce que c'est l'autre qui a un souci. Peut-être pas utiliser le mot pervers narcissique, mais est-ce qu'il y a moyen de... Comment on pourrait faire? Moi, je pense que ça ne sert à rien de donner tout de suite la solution à un enfant qui ne la réclame pas. C'est toujours la même chose. Un enfant, il va se construire souvent en opposition avec ses parents. Donc, lui donner la solution alors qu'il a envie de trouver sa propre identité, c'est lui donner quelque chose qu'il ne réclame pas et dont il n'a pas besoin à ce moment-là. C'est possible de donner ses analyses et tout en expliquant, à mon sens, à l'enfant, écoute, ce n'est que mon point de vue et que ma propre expérience et je suis pas là pour te donner la vérité ultime, mais voilà moi comment je ressens les choses et si ça peut t'aider, voici comment les choses de mon point de vue se sont passées. Oui, alors ça peut être intéressant de faire parler l'enfant sur comment il a vécu les choses, mais parfois il aura du mal à en parler aussi parce qu'il se dira si je dis quelque chose, je risque de trahir un de mes deux parents, donc c'est pas toujours évident. Donc plutôt peut-être lui offrir un espace de parole aussi tiers en dehors de la famille, peut-être plutôt. Ok. Et si c'est lui qui pose des questions, par exemple, il dit j'ai l'impression que maman elle est complètement folle ou que papa il est complètement fou. Est-ce qu'il faut dire j'ai le même constat ou est-ce qu'au contraire il faut, parce que là pour le coup c'est lui qui vient demander, est-ce qu'il faut dire ou pas? Alors si l'enfant pose cette question-là, c'est qu'il y a une forme de prise de conscience, en tout cas d'un déséquilibre quelque part dans un des parents, c'est sûr. Mais
on peut pas répondre par blanc ou noir. Bien sûr. On va plutôt, je pense que le mieux, c'est de revenir sur des faits, des éléments concrets. Parce que c'est vraiment quand même aussi d'une grande violence de caractériser l'autre, de le définir comme étant ceci, de le mettre dans une case. Même si nous, à titre professionnel, on travaille avec quand même forcément quelque part des profils, parce que ça nous guide dans notre appréciation des choses, on reste quand même des êtres humains, on est quand même multidimensionnel. C'est difficile même de dire qu'un pervers narcissique n'est que pervers narcissique. Ouais. C'est-à-dire que oui, alors malheureusement, en fait, son interface va être tout le temps pervers narcissique avec les différents stades qu'il a dans les différentes relations. Mais c'est gênant de dire qu'il n'est que ça et que... pour moi, c'est mettre les gens un peu trop dans des cases, même si on sait que la perversion narcissique, on ne peut pas trop en sortir, même si on sait que ça prend 99% de sa vie ou de son espace. J'ai du mal à dire que ce n'est que ça. Ouais. Et puis il agit comme. Moi, il y a un autre point aussi que je ferais comprendre aux enfants, c'est-à-dire que ils sont en train de grandir, ils acceptent la nature humaine et que dans la vie, on peut tous avoir des failles, avoir des problèmes. Il y a des gens qui ont plus ou moins de difficultés dans leur vie et que ça peut peut-être aussi être le lot d'un de ses parents malheureusement. Est-ce que c'est pas le moment de commencer à le faire comprendre à un moment ou à un autre, puisque de toute façon les enfants ils comprennent tout. Ouais. Alors, tu vois, c'est intéressant aussi ta question. Je rebondis dessus parce que ça vient de me revenir. Moi, je n'appelle pas les PN des PN. Je les appelle des personnes agissant à partir d'un désordre narcissique. Donc, ça veut dire que je ne dis pas « il est PN ». Je dis « il agit à partir d'un trouble », entre guillemets. Okay. Voilà. Parce que pour moi, c'est compliqué de dire, même comme un HPI, lui, il est 130 de QI, quoi. Voilà. C'est compliqué pour moi de mettre que des gens dans des cases. Même si effectivement ces cases définissent une grosse partie de qui ils sont, mais peut-être pas tout. Et en tout cas, on n'a pas forcément intérêt de dire à l'enfant « ton père, il est comme ci et il n'est pas comme ça ». Pourquoi ? Entre autres, parce qu'on a envie de mettre nos enfants aussi quand même dans des perspectives de vie, parce qu'eux-mêmes sont dans une perspective de croissance, d'évolution et tout ça. Donc de dire à un enfant qui est en train d'être dans une perspective d'évolution, il y a des gens qui sont comme ça, qui ne changeront jamais, qui machin, je trouve que c'est hyper dur pour un enfant. On a plutôt intérêt à dire, voilà, a priori, on pense que ce trouble, ces comportements risquent plutôt de s'enquister, d'empirer, tout ça, mais on va essayer quand même d'aider l'enfant à se construire dans des perspectives d'évolution de lui-même, plus que de revenir tout le temps qu'au trouble de son parent. Ouais, il faut se centrer sur l'enfant plus que sur le parent pervers narcissique. Ouais. Exactement. Ouais. Et les conséquences d'avoir un parent pervers narcissique, elles peuvent être des conséquences à très long terme, elles peuvent être sur un profil addictif, elles peuvent être sur des manques de confiance en soi, elles peuvent être sur... un trouble de la perversion narcissique aussi du coup chez l'enfant. C'est à accompagner sur le long terme. Et il y aura aussi, il faut le savoir, les enfants retourneront à certains moments un peu plus sous emprise, se redétacheront à d'autres moments de leur papa ou de leur maman, parce que même si c'est quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, ce parent reste leur parent. Oui. Et ça va pouvoir demander des fois des décennies avant à un moment de pouvoir dire, écoute, là sincèrement, je continue de venir te voir à l'EHPAD par devoir, mais plus parce que j'ai de l'amour ou des émotions pour toi. Oui, et ça peut être aussi OK. Et c'est pas parce que c'est... Oui, ça peut être aussi OK de même couper totalement les relations. Oui. Ça peut aller à un tel point que toute relation est inenvisageable. Oui, bien sûr. Oui, mais parfois je comprends pas les gens qui... Enfin, je comprends, mais effectivement, il y a une forme de loyauté où on n'est pas obligé, en fait. On n'est pas redevable envers son père ou sa mère à l'infini, quoi. Bah oui, surtout quand ton père ou ta mère t'a frappé, t'a humilié, il y a eu de l'inceste. Il y a un moment, c'est avoir un souci que de rester en relation avec des personnes qui portent atteinte à votre estime de vous-même, avec votre personne. Alors le souci, c'est surtout de rester en relation en ayant espoir que ça change. Ouais. En fait, le problème, il est là. Parce qu'on peut rester en relation en sachant que ça ne changera pas. Et à ce moment-là, toutes les attaques, en fait, vont finalement tomber complètement à plat. Il n'y a pas grand intérêt à fréquenter un parent pervers narcissique quand on en est à ce stade-là, mais on peut le faire par
sens du devoir, par éducation, on va dire, par compassion peut-être même parfois si on arrive à en avoir. Mais en tout cas, on n'est plus obligé de le faire et surtout, il faut essayer de ne plus le faire par espoir. Ok. Voilà. Ouais. Et vous savez, souvent, j'entends les personnes dire, les parents, quand ils viennent divorcer au cabinet, dire au moins maintenant, je vais être débarrassée, mes enfants aussi vont être débarrassés de lui. Et je leur dis, mais attendez, je crois que vous n'avez pas compris, vous ne serez jamais débarrassés. Parce que peut-être que là, vous allez avoir quelques années de répit, mais dès que vos enfants, par exemple, auront des enfants, vous allez voir que le parent pervers narcissique reviendra à la charge sur les petits-enfants pour maintenir le lien, pour faire passer encore en tant que victime. Et ça, d'ailleurs, ça passe. Je crois que les grands-parents ont des droits aussi sur les... Ils ont des droits, les grands-parents, ils en ont de plus en plus. Et la jurisprudence, pourquoi je dis ils en ont de plus en plus, est plutôt favorable à la mise en place de droits entre les grands-parents et les petits-enfants. L'une des limites à la mise en place de ces droits, c'est bien entendu, l'état de vieillesse, le fait qu'il n'ait plus les capacités physiques ou mentales de s'occuper des petits-enfants et l'absence de lien entre les petits-enfants et le grand-parent. S'il y en a jamais eu, c'est quand même complexe à remettre en place. Et donc, à ce moment-là, ça se fait bien entendu de manière progressive. Ok. Et dans un cas idéal où, justement, ils ont eu tous les liens, etc., pendant des années et qu'ils saisissent le juge, ils peuvent obtenir quoi au maximum? Je dirais peut-être un week-end tous les 2 mois et quelques jours pendant les vacances scolaires. Ok, ils peuvent obtenir plusieurs jours, donc ils peuvent obtenir la nuit, quoi, entre guillemets. Ouais, ils peuvent. Alors peut-être pas sur des nourrissons, mais plus tard, oui, c'est tout à fait possible. Oui, parce que je me dis, il y a quand même beaucoup d'inceste dans les familles. On peut découvrir que son grand-père, sa grand-mère, etc. a fait quelque chose. S'ils obtiennent des nuits, des week-ends entiers, c'est compliqué, quoi. Ça m'est arrivé d'avoir des dossiers comme ça, avec de l'inceste et le grand-parent, l'un des grands-parents qui demande des droits sur les petits-enfants alors que l'un des grands-parents avait des comportements incestueux avec ses propres enfants. Quelle horreur. Alors, et c'est fréquent. Ta question, en tout cas, est très intéressante sur les grands-parents. Parce que moi, je dis toujours, le pervers narcissique, c'est des ruches. C'est-à-dire qu'en général, quand il y en a un, il n'y en a pas qu'un, en général. Pourquoi ? Parce que il s'acoquine, on verra peut-être dans d'autres vidéos, soit avec un conjoint qui en tout cas va être au moins un facilitateur de la situation, et souvent du coup dans sa descendance il va avoir probablement en général un des enfants qui va être là pour prendre le relais de la perversion narcissique. Et donc du coup là moi par exemple ça peut arriver d'avoir une personne qui m'explique que son ex-conjoint est pervers narcissique, les parents de son ex-conjoint, il y en a au moins un des deux qui est pervers narcissique. Et du coup, ils sont en train de mettre le petit-fils sous la coupe, non seulement d'une génération, mais de 2 générations de pervers narcissiques. Donc ça, on peut le voir. Et là, dans ces cas-là, ça devient extrêmement problématique. Parce que là, l'enfant en question, il est pris dans un système dont il est extrêmement difficile de s'extraire quand ça joue sur plusieurs générations. Je pense à quelque chose, juste pour le coup, ça a peut-être pas de rapport et peut-être qu'on passera, mais il y a une autre personne qui est quand même super importante dans la vie d'un enfant, c'est le professeur à l'école. Est-ce que c'est pas aussi des milieux où il y a quand même du pouvoir, un professeur sur des enfants? Est-ce que c'est pas un milieu qui attire les pervers narcissiques? Moi, j'ai eu l'impression si j'en ai croisé dans ma vie, c'était plutôt là. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais peut-être te mettre un peu en porte-à-faux. Moi, je suis en porte-à-faux parce que je suis quand même une ancienne enseignante. Enfin, je suis toujours enseignante, mais j'ai quand même quitté l'éducation nationale. J'ai rencontré un certain nombre de pervers narcissiques dans les salles des professeurs, voire même dans les bureaux de direction. Et comment tu l'expliques? Parce qu'effectivement, c'est des lieux de pouvoir. Et alors, je peux vous dire, là où c'est le plus douloureux, je trouve, c'est quand c'est en maternelle. Parce qu'en fait, les enfants n'ont pas encore forcément la parole, le langage. Ouais. Donc, c'est là que j'ai vu, moi, les situations les plus difficiles. Ou alors, dans des structures où il y a des enfants en situation de handicap. Ah ouais? Bien sûr. Mais pourquoi? Parce que c'est plus facile. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Et est-ce que, justement, tu as un peu des conseils là-dessus? Parce que moi, je sais que ça m'a beaucoup choqué. Il y a quelque chose dont on parle pas trop, mais quand on est un mauvais élève, c'est le prof se fout de notre gueule constamment, quoi. Tu parles de toi, ouais, notamment de moi, mais pas censé. Mais ça m'est arrivé quasiment. J'ai toujours été un mauvais élève et toujours les profs me disaient enfin, j'y repense en tant qu'adulte, mais des dingueries, des trucs. Genre quoi? Mais genre, ils me disaient, sors de la classe, si tu reviens pas, tant mieux, ou tu te penches par la fenêtre, attention, ferme la fenêtre, c'est pas comme si j'aimerais pas que tu tombes, mais
Wow. Tu vois, Mes que des trucs enfants comme ont eu ça, des quoi. petits camarades de classe enfermés dans des placards. Il y a un prof qui m'a tiré l'oreille. Oui, oui. Évidemment, Alors- quand il y avait personne, pas devant Bien tout le sûr, monde. je- quoi. Alors, Que des trucs comme ça. c'est un milieu particulier où il y a des huis clos, puisque en fait, quand on est nommé dans une école, très souvent, on y reste très longtemps. Donc, c'est très particulier comme fonctionnement. Ce que je peux juste dire, c'est que pendant des années, on a essayé de travailler sur le bien-être des élèves. Sauf qu'on avait oublié un maillon, c'était le bien-être et l'équilibre émotionnel des enseignants. Et que demander à des enseignants qui ne vont pas bien de veiller au bien-être émotionnel des enfants, ça c'est une mission impossible. Donc là, ce que je peux juste dire, c'est que parmi mes casquettes, je suis aussi formatrice d'enseignants et qu'on déploie enfin des formations sur le bien-être des enseignants pour, entre autres, favoriser le bien-être des élèves. Donc on va peut-être enfin arriver à voir des choses qui évoluent, mais c'est aussi... Oui, mais un pervers narcissique, c'est pas la formation bien-être qui va le... Non, alors par contre, peut-être que si les enseignants vont bien, ils vont arrêter de jouer cet effet de meute avec un pervers narcissique. C'est-à-dire que s'ils reconstruisent une affirmation d'eux-mêmes, quand il y aura un pervers narcissique quelque part dans une salle de classe, les autres ne vont pas être ce qu'on appelle les flying monkeys, ils vont se désolidariser et ils vont demander de l'aide pour l'équipe. C'est comme ça qu'éventuellement on pourrait peut-être arriver à désamorcer les choses. Et est-ce qu'il y a des choses à mettre en place avec son enfant pour justement un peu éviter... Alors, c'est compliqué parce qu'en ce moment, il y a des relations professeurs-parents qui ne sont pas toujours faciles, avec parfois des contestations parentales qui sont parfois un peu disproportionnées, voire totalement décalées par rapport à la réalité, avec des parents parfois eux-mêmes pervers narcissiques qui vont reprocher à l'école un certain nombre de choses, donc c'est parfois plus compliqué que ce qu'on croit. Mais en tout cas, je pense que si chacun des parents faisait une éducation à l'émotion de ses propres enfants, et bien finalement, l'enfant, il arriverait beaucoup mieux à faire déjà la part des choses de ce qui se passe en classe et à revenir avec une parole beaucoup plus claire et beaucoup plus audible à présenter éventuellement à ses parents. Donc il y a vraiment un travail d'éducation aux émotions à faire auprès de ses enfants. Non, en fait, on en revient un peu toujours là. Hein. Ça, Exactement. c'est quand même Oui, non, mais moi, je pense que une c'est... solution pour les enfants, c'est vraiment de les connecter à leurs émotions, à accepter que quand ils pensent que c'est bleu, c'est l'exemple que tu prenais souvent. Si on leur dit que c'est bleu et que c'est rouge, il faut leur dire, bah non, fie-toi à ton intuition. C'est pas parce que le professeur, le parent, etc. te dit que c'est d'une autre couleur que tu dois... Et confiance en toi. Et confiance en toi, ouais. Exactement. Et en ton jugement, en ton esprit critique. Et en même temps, il n'y a rien de plus important. Je vois les parents qui sont inquiets pour leur réussite scolaire. Mais en fait, toute réussite scolaire, succès, ça passe d'abord par un équilibre psychique. Rien n'est plus important qu'un équilibre psychique. C'est pas 20 en maths qui fera que la personne sera équilibrée plus tard. C'est pas de gagner 100 000 euros qui fera que la personne elle aura des relations saines plus tard. Faut pas se tromper de valeur en fait. Ouais, bien sûr. C'est exactement ça. Mais de toute façon, on devrait en fait apprendre une hygiène émotionnelle aux enfants, tout comme on leur apprend une hygiène corporelle. Ouais. Une hygiène émotionnelle, une hygiène relationnelle. Le problème, c'est que les parents, ils sont pas équipés déjà eux-mêmes. Alors, Ouais. D'ailleurs, quand on dit qu'il y a- Ça aide pas. En même temps, la société les aide pas non plus parce que quand on nous parle, alors ça, je sais pas, c'est peut-être, on parlait quand même de la notion d'enseignement, mais quand on parle aujourd'hui d'éducation positive, d'éducation bienveillante. Oui, c'est bien la bienveillance, mais l'éducation positive dans laquelle on laisse crier un enfant sous prétexte que de toute façon, lancer une assiette par terre quand on est à table, c'est normal. L'éducation bienveillante, à un moment, c'est quelque chose qui va perturber aussi l'analyse des parents. Parce que de la bienveillance, quand on lance une assiette par terre ou qu'on se met à crier à table ou à crier, j'en sais rien, avoir un comportement d'enfant de 5 ans, quoi, normal, de 6 ans, 7 ans, 2 ans, peu importe, en fait, la capacité des parents à poser des limites est beaucoup plus difficile quand, de l'autre côté, on reçoit le message de la société qu'une éducation positive et bienveillante est indispensable. Donc, l'équilibre entre les deux est aussi difficile à trouver pour les parents, je trouve. alors, on va pas refaire ici le débat Filiosa et Goldman, parce Ouais. que là, effectivement, il y a deux Ouais. écoles qui s'affrontent. Ouais. Il faut comprendre par contre une chose, c'est que poser des limites à son enfant, c'est pas une violence qu'on lui fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est un Tout à cadeau fait. qu'on lui fait. Ouais. De lui poser un cadre, parce qu'un enfant, il a besoin d'un cadre qui est toujours un peu le même, parce que c'est très rassurant. Et parce que ça lui permet de venir se frotter au cadre, mais que ce cadre, justement, n'avance pas trop pour qu'il n'aille pas, justement, aller encore chercher toujours plus loin. Donc, lui poser un cadre, mais lui poser avec bienveillance, lui poser en lui expliquant pourquoi on lui pose ce cadre, finalement, c'est pas du tout lui faire violence. Ne pas poser de cadre, c'est faire violence à son enfant. Ouais, tout à fait. On l'oblige à définir lui-même les propres règles alors qu'il n'a pas la maturité pour le faire. Et là, c'est très mauvais.
Donc, voilà. Est-ce que c'est plus clair? C'est très clair. Super. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Je crois que déjà, si on veut revenir au thème d'aujourd'hui, faut-il prévenir la prochaine victime? Ça veut dire que déjà, il faut être soi-même sorti de ce statut de victime, c'est-à-dire se l'être reconnu ou se l'être vu reconnaître, en être sorti et comprendre que l'autre, pour l'instant, ne se voit pas en victime. Et ça, je crois que si on arrive déjà à extraire ce mot victime pour vraiment essayer de voir quels sont les véritables acteurs en jeu. Et puis, pour revenir à l'éducation, aux émotions et à la communication, il y a des outils en communication bienveillante et en communication non violente qui pourraient là aussi éventuellement être utilisés, ou les accords Toltec que j'utilise beaucoup, qui sont en fait justement une façon de pouvoir se présenter dans chacune de nos relations, dans chacune de nos connexions aux autres, d'une façon recevable par les autres. Et ça, je crois que quand on intègre cette posture, quand on utilise ces outils-là, prévenir une victime, du coup, comme tu dis, ça va être du coup de le faire d'une façon recevable, en disant qu'on est disponible, mais sans imposer notre point de vue. Voilà, je crois que c'est. D'ailleurs, du coup, on ne prévient pas la victime, on se rend disponible si elle veut être prévenue. Exactement. Et ça, c'est, je pense, à être. Moi, j'appelle ça faire le nettoyage de son côté relationnel, de son interface relationnelle, en fait. Voilà, arriver avec une interface relationnelle à peu près propre et clean. T'as un mot à ajouter? Je dirais que le mot à ajouter pour la fin, ce serait que les victimes, quand elles arrivent au cabinet, s'occupent déjà d'elles-mêmes avant de penser à qui que ce soit d'autre, bien entendu, sauf les enfants, mais il faut déjà qu'elles s'occupent d'elles-mêmes avant de vouloir aller sauver quelqu'un d'autre, et de s'interroger aussi sur leur besoin d'aller sauver une autre relation, de se rendre justicière, de travailler sur leur sentiment d'injustice qui en général est très très fort quand elles arrivent au cabinet, et justement d'accepter aussi quand elles arrivent au cabinet le message de l'avocat qui est parfois d'accepter la situation juridique, parce que ce sentiment d'injustice fait que parfois on est poussé à demander des choses à l'avocat, à la justice, alors qu'on n'a pas les éléments de preuve nécessaires, et que du coup, ça nous arrive, du coup, l'insatisfaction des clients est reportée sur nous, alors que c'est leur propre situation juridique qui fait qu'elle n'est pas défendable, en tout cas pas qu'elle n'est pas défendable, mais que leur situation juridique fait qu'ils ne peuvent pas obtenir ce à quoi ils aspirent, et ça c'est très difficile à accepter. Très clair. Écoutez, merci pour cet épisode. Merci Antoine, merci Muriel. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Un épisode sort chaque semaine, donc on vous dit à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. Bye bye.